Un an après le départ de Dominique Delpech et le passage à une administration provisoire, les choses ne s'améliorent pas à l'hôpital de Cayenne. C'est le constat d'une intersyndicale. Pour elle, un plan social serait même en passe d'être lancé. 40 millions d'euros de déficit sont enregistrés. Les ateliers d'une usine de transformation de papier ouverts au public aujourd'hui. Basée en Guyane depuis déjà 30 ans, la société Soprodigue lançait il y a 2 ans sa propre fabrique. Les nouveaux locaux étaient inaugurés ce matin. Et puis une auto-école sociale voit le jour à Macouria. C'est sous le statut d'association qu'elle permet déjà depuis 10 jours aux plus démunis de bénéficier d'une formation à moindre coût. 300 € au total, 42 personnes y prennent déjà part. Bonsoir à tous. Une intersyndicale de l'hôpital de Cayenne réunissait les médias aujourd'hui, 1 an après le passage de l'établissement en administration provisoire. L'occasion de dresser un bilan de la situation et d'évoquer un possible plan social en cours de préparation. 140 postes seraient menacés selon le syndicat qui se dit inquiet pour la qualité des soins au sein de l'établissement. De son côté, l'agence régionale de santé dément et la direction ne se prononce pas. Ayodele Germa. Nous sommes tous logés à la même enseigne. À quel moment on va réagir? La CDTG tape du poing sur la table. Le 29 février dernier, le ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonçait le suivi de redressement de la situation financière du CHAR par l'Agence régionale de la santé. Une dette estimée à 39 millions d'euros. Aujourd'hui, le Centre démocratique des travailleurs guyanais dénonce un possible recours à un plan de réduction d'effectifs qui concernerait 140 postes. Et nous sommes syndicalistes, nous sommes au plus près de la vie de l'hôpital et nous sommes tenus de nous informer des avancées des choses. Or, nous sommes charge à la direction de démontrer le contraire. Y a-t-il eu une annonce officielle de la part de la direction? Et c'est justement ce qui est inquiétant. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'information. Nous étions hier dans un CTE, comité technique d'établissement, avec M. OP qui fait office de directeur de la DRH. Je lui ai demandé ouvertement et formellement devant tout le monde, y a-t-il un plan de réduction de l'effectif? Il nous a regardé dans les yeux, il nous a dit non. Or, nous avons avec certitude l'information qu'ils sont en train justement d'aller dans cette direction. Une certitude non encore confirmée par la direction du centre hospitalier. Pour le syndicat, une réduction d'effectifs serait contre-productive au vu des derniers événements malheureux du CHAR. Mort de nourrissons au service néonatologie, découverte de bactéries dans les canalisations de l'EHPAD, incendie. La psychiatrie n'est pas du reste. Le responsable déplore un manque de moyens financiers alloués au pôle psychiatrique. Dans le plan d'urgence actuellement, ils ont retrouvé un vieil emprunt que l'hôpital avait fait à l'AFD. Il y a 0 centime pour le pôle de psychiatrie. Nos alliés naturels, la justice qui nous demande des comptes, le procureur qui vient, qui nous dit « mais vos chambres d'isolement ne sont pas en état ». Donc si vous voulez... Nous, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette conférence de presse. Il faut que la population et l'opinion publique nous aident et les responsables nous aident parce qu'en interne, on n'arrive pas. On n'est pas écouté. Il faut que le procureur, le préfet ou le président du tribunal ou le directeur de la prison disent quelque chose pour que l'hôpital, quelque part, soit un peu contraint de le faire. On se sent vraiment très isolé face à la répétition du même processus. On dirait qu'il y a de nouveaux administrateurs qui viennent, ils ne connaissent pas l'histoire de l'hôpital, ils disent tiens, on va supprimer des postes, comme ça peut-être qu'on va avoir notre prime personnelle et puis on va économiser de l'argent à l'hôpital. Pour l'heure, aucune déclaration de la part de la direction du CHAR pour infirmer ou confirmer ces suppressions de postes. Trouver un terrain d'entente et éviter les milices citoyennes, c'était l'objectif de l'invitation du maire de Cayenne. Marie-Laure Fénéra-Hort s'est entretenue ce matin avec des représentants de l'association Trop Violence et du collectif des 500 frères. Après une première marche en début de semaine pour protester contre l'insécurité, ils ont invité le maire à se joindre à leur prochaine manifestation mercredi. On écoute Marie-Laure Fénéra-Hort. Nous avons mis en place, en fait, nous allons officialiser un comité de pilotage parce qu'en fait, il représente la population de Cayenne. Je soutiens les 2 associations parce qu'elles ont été claires ce matin. Il ne s'agit pas d'organiser des milices. Moi, je suis anti-milice. Moi, j'estime que nous sommes dans un pays de droit. Il y a des réglementations, il y a des lois que nous devons respecter. Simplement, il constitue pour nous, Ville de Cayenne, une aide supplémentaire, une bonne contribution, parce qu'il représente une population qui est en détresse, qui m'interpelle tous les jours, parce que je reçois des courriers tous les jours, sachant que la Ville de Cayenne a identifié tous les squats. Maintenant, la sécurité est une compétence régalienne.
Moi, je ne peux que signaler, je ne peux que coopérer des petites actions, mais les grosses opérations, je ne peux pas les faire. Je n'ai pas l'effectif qu'il faut et je crois que c'est une contribution collective. Donc, police nationale, gendarmerie et police municipale. Donc, nous nous sommes entendus, pas de bruit. Alors, ils m'ont invité à la réunion du mercredi 22. Donc il y a une marche. Et puis nous, on s'est mis d'accord parce que je ne cache pas, en ma qualité de maire de Cayenne, c'est vraiment un soutien pour moi. C'est un soutien parce que les constats qu'ils ont faits, nous, on les avait faits. Et je crois qu'aujourd'hui, le préfet a en face de lui la population. Et je crois que là, il y aura en tout cas des effets. Et je demande simplement à la population de se calmer, mais de soutenir. Il faut que les Guyanais se réveillent. Il y a une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une solidarité face à l'insécurité. En marge de l'inauguration du gymnase du lycée Berthen du Minaire ce matin à Saint-Laurent, le président de la CTG s'est exprimé quant à l'état du budget de la collectivité. Il sera voté en séance plénière lundi prochain. Rodolphe Alexandre a annoncé qu'il ne serait plus en capacité d'assumer la charge du revenu de solidarité active, de plus en plus pesante sur les finances de la collectivité, et d'ajouter à cela la rétrocession de l'octroi de mer vers les mairies prévue par la loi Égalité réelle Outre-mer. Il s'est exprimé au micro d'Elsa Gonzalez. Les 27 millions qui ont été votés en passation aux communes dans le cadre de la loi Égalité réelle, pour nous, sont totalement anticonstitutionnels. En tout cas, elle n'a pas été faite de concert avec la CTG. Et depuis pratiquement 2 jours, je suis en pourparlers avec Bercy, Médétom et Matignon pour qu'on puisse voir une juste compensation réciproque. Je vous propose de plonger à présent dans les ateliers d'une usine de transformation de papier basée en Guyane depuis déjà 30 ans. La société Soprodigue Industrie a d'abord importé du papier avant de se lancer dans la fabrication il y a 2 ans. Ce matin, elle a ouvert les portes de ses nouveaux locaux, Zone Collerie. Une visite suivie pour nous par Stéphanie Puglisi. 15 000 rouleaux de papier en moyenne en 1 heure. Des machines qui fonctionnent 7 heures dans la journée. L'usine tourne à plein régime avec la fabrication de papier toilette et d'essuie-tout. On a une opération ici de bobinage qui consiste à enrouler le papier autour des petits mandrins. Et donc on a une espèce de très grand rouleau qu'on va par la suite découper sur la scie ici. Déroulage des bobines, découpage des rouleaux, décoration ou encore emballage. Avant de pouvoir retrouver ces rouleaux chez vous, de nombreuses étapes sont donc à prévoir. Implantée depuis plus de 30 ans dans le département, cette société de production et de diffusion guyanaise s'est lancée un nouveau défi il y a 2 ans. Substituer l'importation par une fabrication locale. Inaugurée ce matin pour cette unité, c'est un pari réussi. Substituer ces importations par de la fabrication, c'est avéré une opération pour nous rentable puisque ça permet de créer de l'emploi, ça permet d'avoir des produits beaucoup plus compétitifs et d'avoir surtout un outil industriel à notre disposition. Le fait de pouvoir fabriquer sur place nous a donné cette autonomie de pouvoir lancer une marque locale, le Toucan. C'est quelque chose qu'on souhaitait faire depuis très longtemps et on voulait une identité forte et faire le Toucan en Guyane, c'était l'objectif majeur. Avec un investissement de plus de 3 millions d'euros pour ce projet, l'entreprise, en plus de créer de nouveaux emplois, s'est fixé d'autres buts très précis. Nous souhaitions abaisser les coûts, les prix de vente puisqu'on était un peu plus cher auparavant. Donc aujourd'hui, on a ces choses faites. On a pu baisser nos tarifs de 8 à 10% sur le marché guyanais et on est beaucoup plus maintenant sur les prix du marché. Voilà, donc beaucoup plus compétitifs. Et ça va nous permettre de nous développer, d'aller encore plus loin dans le développement de nos parts de marché. Une autre des objectifs, c'était d'améliorer la qualité de nos produits. Aujourd'hui, si vous voyez le doudou fabriqué en Guyane, il est exclusif. Il a un décor d'anthurium, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et on a amélioré la douceur, on a amélioré le décor. On est beaucoup plus au goût du jour, des meilleures techniques disponibles dans le métier. Basée sur Cayenne, cette structure distribue 3 marques de papier différentes, et ce, sur toute la Guyane. La loi Égalité réelle Outre-mer était définitivement adoptée en début de semaine. Le texte qui ambitionne de combler le fossé économique entre l'Hexagone et les DOM aura maintes fois été réécrit. Il contient au final 140 articles, dont un qui instaure le Small Business Act, stratégie en faveur des PME ultramarines. L'État et les collectivités doivent ainsi réserver 30% de leur marché aux entreprises locales. Une avancée pour le président du MEDEF Guyane. On l'écoute. On aura une part réservée aux TPE et aux PME dans chacun des marchés. On va atteindre 30%, donc ça devrait permettre
puisque notre tissu est composé de TPE essentiellement, d'atteindre donc ces entreprises locales. Donc d'augmenter le travail pour les entreprises guyanaises. Mais dans cette loi, il n'y a qu'une partie du Small Business Act. On a en Guyane déjà réalisé, suite à l'accord Guyane économique et préfecture de septembre 2015, on a réalisé tout un document et tout un travail qui décline le Small Business Act de façon à faire en sorte, grâce à l'allotissement, grâce à ce genre de choses, faire en sorte que les entreprises guyanaises puissent avoir du travail et soient vraiment raccord avec la commande publique. Globalement, c'est une loi qui va dans le bon sens, mais elle ne va pas assez loin. Bon, mais il faut déjà prendre ça, le faire savoir. Là, nous, MEDEF, on va les diffuser auprès des donneurs d'ordre, le fait qu'il y a cette nouvelle règle, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. On va parler de TPE et de PME. PME, pour nous, c'est déjà une très grosse boîte, donc il faudrait vraiment le recentrer sur... on parle de petites entreprises, il faut vraiment le mettre sur la très petite entreprise, donc réduire. Ensuite, cette part de 30%, oui. Ensuite, il y a des métiers dans lesquels il manque aussi du transfert de compétences. On a des dossiers sur lesquels on ne peut pas localement parce qu'on n'a pas la technicité. Eh bien, il faut aussi sur ces marchés-là qu'on oblige celui qui va prendre le marché à former sur place et à transférer finalement de la compétence comme ça se fait dans certains pays. En Martinique, voilà maintenant 3 jours qu'une grande partie des lignes du réseau de bus Mosaïque sont paralysées. Les chauffeurs continuent à faire valoir leur droit de retrait depuis l'agression de l'un d'entre eux mardi. Hier et aujourd'hui, ils exigent que le coupable soit puni. En attendant, les usagers doivent s'organiser. Voyez plutôt le reportage de Guillaume Bacoul. Des bus par dizaines à l'arrêt et des passagers à quai. Suite à l'agression d'un chauffeur mardi, ses collègues ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Résultat, une quarantaine de lignes du réseau ont vu leur trafic interrompu. Un énième mouvement de grogne assumé par les chauffeurs qui demandent justice. Trop d'agression. Donc maintenant, il faut faire un choix. C'est soit ils nous couvrent pour savoir si on est en sécurité, parce qu'on n'est pas en sécurité. On part chez nous le matin, on peut ne pas entrer le soir ou finir à la ménage. Donc ça, c'est pas une condition. Pour 1,25 €, ou peut-être quel que soit le problème qu'il y a sur la route, les chauffeurs sont très mal vus. On attend pour voir si la police fait son boulot comme il faut pour pouvoir interpeller les agresseurs. Et puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait. Même son de cloche chez les co-traitants, il déplore l'inertie des forces de l'ordre. Elle ne se cantonnerait qu'à de la com, sans impact réel. À la presse est là, on montre que voilà, nous sommes là, quoi. On soutient, on fait des contrôles, voilà quoi. Mais ça, après, une fois que les caméras ont disparu, il n'y a plus personne. On reprend ses habitudes quotidiennes, à savoir je répète, les radars, freiner justement les honnêtes gens sur la route le matin, en sortant du travail, on freine les honnêtes gens alors qu'il y a une situation en Martinique qui devient compliquée. Reste une situation difficile pour des usagers pénalisés à de nombreuses reprises ces derniers mois. Les gens vous souhaitent, mais ils ont raison. Les malheureuses restent à trimer. Mais malgré tout ça, vous comprenez les chauffeurs de bus? Oui, très bien. Je serai 100% avec eux. Ils ont raison de faire la grève. Et vous savez, quand les gens ne veulent pas payer, ils n'ont pas à se faire tuer. Ils n'ont qu'à laisser ces petits misérables-là, ces petits crétins-là rentrer dans la voiture. On s'en fout. Nous commençons à saturer de cette situation parce que c'est trop répétitif. Je peux comprendre que les employés de Mosaïque revendiquent leurs droits, mais au bout d'un moment, ça pénalise pratiquement tous les usagers, toute une population, et on en a assez en fait de cette situation. Alors qu'aujourd'hui, aucune concertation n'était prévue avec les représentants des chauffeurs, le mouvement qui a surtout impacté Fort-de-France devrait continuer demain. L'armée de terre était en 2015 le plus grand employeur de l'Hexagone. Pour 2017, l'institution militaire prévoit de recruter pas moins de 15 000 jeunes dans nos régions. Des opportunités présentées en ce moment au Salon d'étudiants en Guadeloupe. Karen Diamin. Non, tu es soldat, même quelle que soit la spécialité que tu fais. Que tu sois secrétaire, cuisinière, mécanicien, magasinier, tu es soldat avant tout. Et avant d'être formé à votre spécialité, vous devez devenir soldat. Est-ce que vous savez ce que c'est que devenir soldat? Comment séduire et recruter de nouvelles forces, un exercice que maîtrise à la perfection l'adjudant-chef de Vaud. On leur parle un petit peu de notre vécu s'ils le veulent. On leur propose aussi quelque chose d'intéressant, c'est la période militaire. C'est un stage de 5 jours qui se fait en général au camp du Gobier, au camp de la Faille, et où ils vont pouvoir pendant 5 jours revêtir l'uniforme et le treillis et découvrir le métier de soldat.
donc vivre vraiment ce que vit un soldat tous les jours. Chaque année, les forces armées profitent de ces nombreux salons à destination des étudiants pour tenter de susciter des vocations et surtout renforcer les effectifs. Il faut savoir que les forces armées recrutent des jeunes gens et donc des jeunes filles à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans et d'un niveau scolaire de fin de 3e jusqu'à Bac plus 5. Bien évidemment, l'armée de l'air va recruter des pilotes de chasse, de transport ou d'hélicoptère, mais pas uniquement. Et c'est le but de notre présence ici, c'est faire connaître tous les autres métiers aux jeunes, à savoir les métiers de la mécanique, de l'informatique, les métiers des télécommunications, de l'administration et également de la sécurité défense. Entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, les forces armées devraient recruter près de 20 000 personnels. Et on va parler histoire et culture avec notre invitée ce soir, la réalisatrice réunionnaise Olivette Taombe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, de la Sakaï à la Carapace, c'est le documentaire de 52 minutes que vous avez présenté hier soir à l'Ancre. Il retrace grosso modo l'histoire de près de 200 familles qui sont parties de la Réunion jusqu'à Madagascar, puis 5 d'entre elles qui sont arrivées en 1975 en Guyane. Avant d'en parler, regardons ensemble la bande-annonce. C'est la maison où on a vécu à Madagascar. On a vécu à la Sakaï une enfance heureuse. Et là, après, c'est quand il y avait les événements, tout ça a changé avec la politique. Je pense qu'on devait être fouillé, hein, je pense. Et puis après, c'est le départ. On leur a proposé de venir en Guyane, parce qu'il était toujours question d'offrir à ces rapatriés de Madagascar une ferme clé en main. La forêt était tout. Et il y avait les badous, les gros singes. Si on regarde l'histoire de la Sakaï sur les 100 familles, combien de malheurs. Et pour une histoire qui n'est pas connue finalement, qui n'a pas été divulguée. Olivette Taombe, c'est donc lors d'un voyage en Guyane en 2013 que l'idée vous est venue de créer, de raconter cette histoire des Réunionnais en Guyane. Que s'est-il passé? Alors en fait, quand j'étais venue rendre visite à ma meilleure amie Mireille ici, donc elle me dit, Olivette, tu sais qu'il y a des Réunionnais à la Carapace, ils ont fêté la fête CAF et on a été, c'était super. Je dis, ah bon, c'est pas vrai, c'est incroyable ça. Et c'est là qu'elle m'a emmenée, m'a présenté Colin Lebeau. Et quand Colin m'a raconté son histoire, je dis, ben personne n'est au courant de cette histoire, même pas à La Réunion. Donc c'est là qu'il m'est venu l'idée de raconter cette histoire qui était vraiment inconnue de tous, quoi. Même en Guyane. Tout à fait, donc vous choisissez de retracer un peu ce parcours en un peu moins d'1 heure de documents. Pour ce faire, vous partez à la rencontre de ces familles, on a pu le voir, photos à l'appui, histoire recoupée. Comment est-ce que votre démarche a été accueillie au départ? Au départ, tout le monde a accueilli ça avec enthousiasme parce qu'en fait, ils étaient un peu les oubliés de la Sakaï ici, parce qu'on ne savait pas. Donc on se demandait ce qu'ils sont devenus après la Sakaï, parce qu'après la Sakaï, tout s'est évanoui. Donc beaucoup de familles ont été éparpillées sur toute la France. Quelques-unes sont retournées à La Réunion, très peu à Madagascar. Et c'est là que j'ai appris qu'il n'y avait que 5 qui étaient volontaires pour venir tout recommencer. Une autre Sakaï bis en Guyane, à la Carapace. Tout à fait, donc pour retracer un petit peu encore leur histoire, donc on a 200 familles qui partent de La Réunion, qui sont installées à Madagascar pour travailler la terre, et puis il y a une révolution, on décide de les rapatrier dans l'Hexagone, là l'éclatement démarre, et puis donc 5 familles volontaires s'installent ici. C'est un nouveau monde qu'elles découvrent ensemble, voilà, sur ces terres, alors qu'on leur avait promis des terrains viables, et en fait non, c'est la forêt. Quelle est leur histoire? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté sur ces tout débuts en Guyane? Bon, déjà, il faut regarder le film, je pense qu'il faut. Voilà. Donc, ils m'ont raconté la difficulté qu'ils avaient déjà pour s'intégrer et puis d'arriver à transformer cette forêt
en terre cultivable. Ils ont développé l'élevage porcin, bovin, et puis ils ont développé économiquement tout le village de la Carapa. Ils ont créé une laiterie, ils ont fait des yaourts, ils ont fait du fromage, ils ont bien démarré ces 5 familles-là. Et puis donc ces familles sont prospères dans cette zone. Alors la Guyane quand même, elle brasse beaucoup d'ethnies, de nationalités, elle a accueilli beaucoup de vagues de migration aussi. Aujourd'hui donc ces familles sont très bien installées ici, donc des Réunionnais devenus maintenant Guyanais, en tout cas c'est ce qu'ils semblent partager avec la communauté ici, tout en gardant quand même leur tradition donc de chez eux et de Madagascar. C'est ce que vous avez ressenti aussi en les rencontrant? Oui. Donc le rogaï saucisse, le samoussa et le massalé cabri est toujours d'actualité, même si ils vont, comme ils disent dans le film, ils vont chez Nana, ils mangent la cuisine locale, ils chantent localement aussi, ils chantent les chansons créoles d'ici. Donc ils sont très bien intégrés. Donc comme ils ont grandi, comme Colin Lebeau dans le film, lui il était au lycée avec Mireille, ils avaient 15-16 ans, donc ils ont grandi ensemble, donc l'intégration s'est faite naturellement en fin de compte. Donc il n'y a eu aucun problème. Olivette Tambay, quand même cette histoire de déracinement orchestré à l'époque donc par l'État français, à travers notamment le programme Bumidom, histoire bien méconnue, vous commenciez à en parler tout à l'heure, elle trouve peut-être un écho pour vous un peu particulier, peut-être par vos origines, et puis aussi est-ce une manière pour vous de raconter une histoire inconnue, rétablir la vérité? L'histoire avec le Bumidom, le fait qu'ils aient été déracinés, c'est vrai que cet organisme, c'était pour le bureau d'immigration des départements d'outre-mer, donc qui était censé justement pour éviter qu'il y ait trop de chômage à la Réunion, donc ils proposaient des formations aux familles réunionnaises, donc dans le secteur de l'agriculture. On les formait et ensuite on les donnait une ferme clé en main pour pouvoir développer une activité agricole. Mais est-ce que justement ce documentaire est aussi l'occasion pour vous de raconter ces petites vicissitudes du Bumidom, c'est-à-dire les dégâts ensuite que ça a pu causer pour ces familles déracinées? C'est ce qu'on voit dans le film, on peut comprendre un petit peu les embûches qu'ils ont eu à surmonter. C'est important pour vous de raconter ça? Ben oui, c'est important, c'est l'histoire de la Réunion. Et puis c'est surtout ce film, scelle une union entre la Réunion et la Guyane, qui est inscrit dans l'histoire du peuplement de la Guyane, puisque les Réunionnais maintenant sont en Guyane, donc ils sont devenus Guyanais, et donc la Réunion et la Guyane sont forcément liés par cette histoire. Pour ceux qui ont manqué la diffusion hier soir à l'Ancre, en tout cas le film sera bientôt disponible notamment sur les chaînes, on va dire, publiques et nationales. Merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier donc nos partenaires, donc la CTG, Guyane Première, et ensuite l'association OIG, qui a vraiment beaucoup œuvré pour faire venir déjà l'artiste Christine Salem et en même temps pour nous accompagner dans nos différents tournages, etc. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit avec l'inauguration de cette auto-école sociale à Makuria ce matin. C'est sous le statut d'association qu'elle permet déjà depuis 10 jours à plusieurs personnes, une quarantaine, de bénéficier d'un service à moindre coût, environ 300 € pour toute une formation. Reportage Jonathan Lariot. 300 € pour le permis automobile, un prix déraisonnable pour une auto-école lambda, mais pas pour la ville de Makuria. Ici, c'est sous forme d'association que cette auto-école sociale facilite l'obtention du permis B. Mais tous ne peuvent pas y avoir accès. Ça s'adresse effectivement à un public qui est issu que du territoire de Makuria. On s'adresse aussi à un public qui sait ni lire ni écrire, ou très peu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est sociale et solidaire, puisqu'on adapte notre pédagogie du code de la route à des publics à la limite de l'illettrisme ou de l'analphabétisme. Chaque participant participe à hauteur de 300 € pour son permis. Voilà. Donc il n'y a pas de limite d'heures de conduite, il n'y a pas de limite d'heures de théorie en code. Voilà. C'est une participation un peu symbolique, mais pour moi elle est importante. Inaugurée officiellement aujourd'hui, l'auto-école compte pour l'instant 42 participants à leur programme. Une initiative qui vient répondre à une population où le taux d'obtention du permis B est au plus bas. Sans le permis, on fait rien, on peut rien. Il n'y a pas beaucoup de transport public sur Makuria. Et il faut dire aussi que c'est un petit peu cher, 5 € par la Cayenne et 5 € pour revenir sur Makuria. Donc je pense que le permis c'est primordial. Mais le prix n'est pas la seule chose qui change, la méthode d'enseignement est différente.
On passe par beaucoup de vidéos ou de jeux imagés. À chaque cours de code, soit moi ou soit mon collègue est présente pour vraiment développer à l'aide de jeux. On a des des tapis de jeux, on a des jeux de cartes sur les différents panneaux. Cette auto-école sociale, une première dans le département, et les quotas ne sont toujours pas atteints. L'objectif serait de former 80 personnes sur l'année. Pour finir, une mosaïque de nations et de cultures s'est emparée du stade Georges Chaumette à Cayenne. Ce matin, 16 établissements de la ville capitale participaient au traditionnel carnaval scolaire et ce sont près de 2200 enfants qui ont pu défiler au rythme du groupe Éruption et sous les drapeaux de nombreux pays, sorte de défilé de futurs citoyens du monde. Regardez. Moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. On s'amuse beaucoup, oui. Quand on danse, la musique. C'est bien, on s'amuse. C'est important déjà, c'est très pédagogique parce qu'ils ont construit tous leurs costumes eux-mêmes et puis ils s'amusent et puis c'est un autre regard sur l'école et les maternelles c'est fait pour aimer l'école. Donc c'était très important qu'on soit là aujourd'hui. C'est un moment privilégié pour eux, vraiment. Plutôt les instituteurs, les tatis, les ATSEM plutôt qui ont tout préparé, leurs mains et puis voilà, avec les enfants, tout le monde s'est mélangé. C'est la fin de ce journal. À retenir dans l'actualité aujourd'hui, un an après le départ de Dominique Delpech et le passage à une administration provisoire, les choses ne s'améliorent pas à l'hôpital de Cayenne. C'est le constat d'une intersyndicale. Pour elle, un plan social serait en passe d'être lancé, 140 postes menacés. Les ateliers d'une usine de transformation de papier ouverts au public aujourd'hui. Basée en Guyane depuis déjà 30 ans, la société Soprodigue lançait il y a 2 ans sa propre fabrique. Les nouveaux locaux étaient inaugurés ce matin. Et puis une auto-école sociale voit le jour à Macouria. C'est sous le statut d'association qu'elle permet depuis déjà 10 jours aux plus démunis de bénéficier d'une formation à moindre coût. 42 personnes prennent déjà quelques cours. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo de Ruth Fortuna. Très bonne soirée à vous. Bon week-end. À lundi.